Bonjour, ce qu'on va voir ici, c'est le corrigé de l'exercice 4 du sujet de métropole du 12 mai 2022, donc le jour numéro 2, qui porte sur l'étude de trajectoire, donc c'est des études de fonctions. Voilà. C'est un sujet un petit peu original, donc c'est bien de l'avoir fait pour voir qu'on peut aller jusqu'à vous demander des choses comme ça. Et donc c'est une modélisation à partir de... donc vous avez deux modèles différents pour modéliser des trajectoires de balles de golf. Voilà. C'est l'occasion de dériver, de faire des tableaux de variation, d'étudier des signes de dérivée, de parler de tangente, de parler d'angle, etc. Donc, sujet qu'il est important d'avoir fait. C'est parti. Alors, dans cet exercice, donc, il y a deux parties, partie A, partie B. Donc, partie A, on nous dit que c'est l'étude de deux fonctions. Donc, on considère les deux fonctions f et g définies sur l'intervalle 0 plus infini par, et puis on nous donne des expressions. On admet que les fonctions f et g sont dérivables, donc pas besoin de montrer qu'elles sont dérivables, on l'admet, et on note f' et g', leurs fonctions dérivées respectives. Donc, on vous dit, on donne le tableau de variation complet de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, petit a, on nous demande de justifier la limite de f en plus l'infini. Alors, visiblement, par lecture dans le tableau, la limite de f en plus l'infini, eh bien, c'est moins l'infini. Donc, il faut le justifier. Donc, en fait, c'est exactement comme si on nous avait demandé de calculer la limite sans qu'on nous ait donné la réponse. Donc, on va faire un calcul de limite assez banal. Donc, le mieux dans une question comme ça, c'est de réécrire l'expression de f. Donc, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, eh bien, f de x, c'est ce que je viens de remarquer ici. Donc, pour ce qui est de la limite en plus l'infini, alors le mieux c'est d'essayer à vue, un petit peu comme ça, donc repérer où est x et regarder ce qui se passe dans le calcul lorsque x tend vers plus l'infini. Alors si x tend vers plus l'infini, x au carré tend vers plus l'infini, et donc moins x au carré tend vers moins l'infini. Si x tend vers plus l'infini, eh bien 13,7x tend vers plus l'infini. Alors là, je vais avoir une forme indéterminée, puisque lorsque j'ai une fonction qui tend vers moins l'infini, qui est ajoutée à une fonction qui tend vers plus l'infini, eh bien c'est une forme indéterminée, tout peut se passer. Donc, eh bien, il va falloir que je lève cette forme indéterminée, c'est-à-dire que je modifie l'expression de la fonction f afin qu'elle me permette de conclure. Alors, lorsque vous avez une expression polynomiale, la méthode est toujours la même, vous allez factoriser par le x avec la plus grande puissance. Donc ici, par x au carré. Cela va nous donner 0,06, alors je factorise par x au carré, donc je peux le sortir de la parenthèse, et ici je vais me retrouver du coup avec moins 1, puisque moins x au carré, c'est x au carré fois moins 1, plus, et alors ici j'ai 13,7x, mais je veux prendre x au carré, pas simplement x. Donc finalement, ça va me donner 13,7 divisé par x. On vérifie, si on développe x au carré fois 13,7 sur x, eh bien en réalité, il y a x au carré, je peux simplifier 1 dx, puisque x au carré, c'est x fois x. Donc je peux simplifier x comme ça, et je retrouve bien 13,7 fois x, ce que j'avais au-dessus. Donc voilà, ma factorisation ici est correcte, mais surtout, elle va me permettre de conclure. Puisque si je réessaye, lorsque x tend vers plus l'infini, 13,7 divisé par x, 13,7 va être divisé par un nombre de plus en plus grand, donc la fraction va tendre vers 0. Du coup, la parenthèse moins 1 plus la fraction va tendre vers moins 1 plus 0, c'est-à-dire vers moins 1. Donc la parenthèse tend vers moins 1. X au carré tend vers plus l'infini, donc 0,06 fois x au carré tend aussi vers plus l'infini. Et une fonction qui tend vers plus l'infini, lorsqu'on la multiplie par une fonction qui tend vers moins 1, eh bien elle tend vers moins l'infini. Il n'y a plus de forme indéterminée. Alors, par contre, ici, si jamais je factorise, il faut que je dise que le x n'a plus le droit d'être égal à 0. Donc cette factorisation, en réalité, elle va être vraie uniquement sur 0 plus l'infini, ouvert en 0, je fais attention, donc si je veux être très rigoureux, j'ouvre ici, cette expression ici ne sera vraie que si x est différent de 0. Alors c'est pas gênant d'avoir retiré 0, puisque de toute façon, nous ce qui nous intéresse, c'est quand x est très grand. Alors on rédige tout ça, la limite de 0,06 x au carré lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 plus 13,7
sur x est égal à moins 1. Alors si vous préférez faire 2 étapes, ici vous pouvez faire 2 étapes. Donc par produit, eh bien la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, ou sinon vous réécrivez 0,06 x au carré fois ça, eh bien c'est égal à moins l'infini. C'est bien ce qui était indiqué ici dans le tableau de variation. Je peux donc passer à la question petit b, qui est justifier les variations de la fonction f. Donc pour justifier les variations de la fonction f, eh bien il va falloir dériver la fonction f et étudier le signe de la dérivée. Donc j'efface ça et on y va pour le 1b. Donc pas besoin de justifier qu'f est dérivable, on nous a dit qu'on l'admettait. Donc très bien, c'est déjà fait. Donc maintenant il va falloir que je dérive cette fonction f. Alors ici, quand j'observe l'opération principale pour calculer la dérivée, eh bien ici je m'aperçois que j'ai un produit. Alors c'est un produit, mais c'est un produit pour lequel je n'ai pas la variable dans le facteur de gauche. Ici, vous voyez, là j'ai pas la variable, par contre ici j'ai la variable. Donc en fait c'est une fonction qui est de la forme k fois une fonction u. Donc c'est de la forme k fois u de x. Et quand vous avez quelque chose de la forme k fois u de x, la dérivée, c'est k fois la dérivée de u. Par exemple, quand vous avez ça, 5x au carré, donc vous avez bien une multiplication. Ici, il n'y a pas la variable dedans, donc c'est k fois, et vous avez ici une fonction u de x. Et donc, quand vous dérivez, vous gardez le 5, vous d'habitude, hein, et le x au carré, vous le dérivez en 2x. Donc vous avez fait k fois, vous avez gardé le k, et par contre, vous avez calculé la dérivée de la fonction qui l'accompagnait. Donc ici, c'est exactement la même chose. Si jamais ça vous dérange et que vous êtes un petit peu gêné par ça, eh bien mon petit conseil, c'est de développer ici la parenthèse. Ce sera peut-être plus simple pour vous. Si je développe, ça va me donner moins 0,06 x au carré plus, donc 0,06 fois 13,7. Alors 0,06 fois 13,7, eh bien on trouve 0,822. Donc 0,822x. Et là, ici, c'est un polynôme du second degré. En général, ça vous dérange beaucoup moins pour le dériver. Donc, tant mieux. Donc, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, eh bien, on va calculer f' de x qui va être égal, du coup, à, je dérive ça comme un polynôme, donc moins 0,06 fois dérivée d'x au carré, c'est-à-dire 2x, plus 0,822 fois dérivée de x, c'est-à-dire 1. Donc finalement, on arrive à moins 0,12x plus 0,822. Donc voilà pour la dérivée. Cette dérivée, finalement, c'est une fonction affine. Logique, me direz-vous, puisqu'on vient de dériver un polynôme du second degré. Donc ici, pour trouver le signe de cette dérivée, je vais devoir étudier le signe de cette fonction affine. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais effacer, je vais me recopier la dérivée sur la première ligne pour avoir la place de faire le tableau de signes de la dérivée. Donc voilà, je viens de recopier l'expression de la dérivée. Je vais donc faire ce que vous avez l'habitude de faire, hein, sinon vous pouvez faire juste avec des phrases. Mais bon, l'expérience prouve que vous préférez faire comme ça. Donc on va faire 0 plus l'infini et on va étudier le signe de f' de x. Alors je ne suis pas obligé d'enchaîner avec un tableau de variation. Hein. Si j'ai envie de mettre que le signe de f' de x, j'ai le droit. Donc je vais étudier ici le signe de cette expression affine. Je dois résoudre du coup l'équation moins 0,12, alors je vais le faire ici, moins 0,12 x plus 0,822. Et donc je peux chercher par exemple quand est-ce que c'est strictement positif. Donc c'est équivalent à, alors vous voyez, je n'ai pas la place d'écrire mon équivalence à côté, donc je vais la mettre en dessous, tant pis. C'est équivalent à dire que 0,822
est plus grand que 0,12x, ce qui est équivalent à dire que x est plus petit, je divise par 0,12 qui est un nombre positif, donc je conserve le sens, donc 0,822 sur 0,12, ce qui est égal à 6,85. Donc c'est équivalent à dire que x est plus petit que 6,85. Donc je vais placer 6,85 dans mon tableau. C'est la valeur qui annule la fonction affine. Et ici, j'ai prouvé que ça allait être positif quand x allait être en dessous. Donc positif, puis négatif. Ça veut dire que la dérivée est positive sur l'intervalle 0, 6,85 et qu'elle est négative sur l'intervalle 6,85 plus l'infini. Donc en fait, ce que je viens de trouver, c'est que f va être strictement croissante sur l'intervalle 0, 6,85 et strictement décroissante sur l'intervalle 6,85 plus l'infini. Alors, si vous voulez absolument faire un tableau de variation, vous pouvez. Normalement, quand on fait un tableau de variation, il faut qu'il soit complet. Donc, si vous avez juste envie de répondre pour la croissance et la décroissance, vous pouvez faire des phrases. On peut donc dire, donc, f est strictement croissante sur 0, 6,85 et f est strictement décroissante sur 6,85 plus l'infini, puisque la dérivée est négative sur cet intervalle. On vient donc de justifier les variations de la fonction f. C'est bien ce qu'il y avait ici. Sur 0,685, f est croissante. Sur 6,85 plus l'infini, f est décroissante. Maintenant, on nous demande de résoudre l'équation f de x égale 0. Donc la résolution de l'équation f de x égale 0, alors tout d'abord, vous pouvez observer que comme f de x est défini uniquement sur 0 plus l'infini, et bien de toute façon, ça n'a pas de sens de résoudre ailleurs que sur cet intervalle 0 plus l'infini. Donc f de x égale 0, c'est équivalent à, eh bien je peux recopier l'expression de f de x, donc 0,06 facteur de moins x au carré plus 13,7x égale 0. Ici, vous avez une équation produit, 0,6 fois quelque chose égale 0. Donc, soit c'est 0,06 qui vaut 0, soit c'est l'autre facteur qui vaut 0. 0,06 ne vaut pas 0 puisqu'il vaut 0,06. Donc ici, c'est équivalent à dire que, en fait, moins x au carré plus 13,7x est égal à 0. Alors ici, c'est une équation du second degré. Donc vous pouvez la résoudre en passant par le discriminant delta, donc il vaut b carré moins 4ac, etc., etc. Sinon, vous pouvez également remarquer qu'ici, on peut factoriser par x. Donc on va pouvoir éviter de passer par le discriminant, ce qui peut être un petit peu long et un petit peu fastidieux au niveau de la rédaction. Ici, si je factorise par x, j'obtiens moins x, puisque x fois moins x donne moins x au carré, plus 13,7 égale 0. Je vérifie en développant que je reviens bien à cette forme développée. X fois moins x au carré, x fois 13,7, 13,7x. Désormais, équation produit. Si un produit vaut 0, c'est que l'un au moins... Enfin, un produit est égal à 0 si et seulement si l'un au moins des facteurs vaut 0. Donc, c'est équivalent à dire que x égale 0, ce facteur-là, ou c'est l'autre facteur, moins x plus 13,7, qui vaut 0. Et donc, ça, c'est équivalent à... Alors, attention, il ne faut pas que je perde d'infos. Donc, je recopie x égale 0, même si elle est déjà finie d'être résolue juste à l'étape d'avant. Mais je recopie quand même. Ou... Alors là, vous voyez, j'ai moins x, donc je vais le transposer. Donc ça me donne x égale 13,7. Donc en fait, l'équation a deux solutions sur 0 plus l'infini, qui sont 0 et 13,7. Les deux solutions sont bien dans l'intervalle. Donc l'ensemble des solutions est... Hop, solution est... Donc il y a deux valeurs dedans. Il y a 0 et il y a 13,7. Voilà pour cette question 1C.
Pour la question 2a, on nous demande de déterminer la limite de g en plus l'infini. Donc on va prendre l'expression de la fonction g, on va essayer d'analyser un petit peu ce qui se passe quand x tend vers plus l'infini. Du coup, j'ai recopié l'expression de la fonction g, et donc je vais commencer par me demander comment ça se passe quand x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, au niveau de la parenthèse ici, donc x est multiplié par moins 0,15, donc si x tend vers plus l'infini, moins 0,15x tend vers moins l'infini, puisque j'ai multiplié par un nombre négatif. Lorsque j'ai un nombre qui tend vers moins l'infini, si je lui rajoute 2,2, eh bien ça me donne un nombre qui tend encore vers moins l'infini. Le fait d'avoir rajouté 2,2 à un nombre qui tendait vers moins l'infini ne change pas qu'il tend vers moins l'infini. Donc la parenthèse ici tend vers moins l'infini. L'exponentielle, lorsque x tend vers plus l'infini, 0,2 fois x tend vers plus l'infini. Et l'exponentielle avec un exposant qui tend vers plus l'infini, l'exponentielle tend vers plus l'infini. Donc, dans la parenthèse, ça tend vers moins l'infini. L'exponentielle tend vers plus l'infini. Ça n'est pas une forme indéterminée. Quand vous multipliez une expression qui tend vers moins l'infini par une expression qui tend vers plus l'infini, ça va tendre vers moins l'infini. L'infini fois l'infini, entre guillemets, avec un signe moins. Ça va tendre vers moins l'infini. Quelque chose qui tend vers moins l'infini, si vous lui retirez 2,2, eh bien, il tend encore vers moins l'infini. Voilà ce qu'il va falloir dire. Donc, on va dire la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de moins 0,15x plus 2,2, c'est égal à moins l'infini. Et, alors là, attention. D'ailleurs, je ne vais pas dire « et », je vais faire un petit point. Là, je vais essayer de rédiger comme ce qu'on va attendre de moi. On va attendre de moi que je parle bien de la composition qui se trouve ici. Donc, je vais dire la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 0,2x, c'est égal à plus l'infini. Et je vais parler du coup du fait qu'une exponentielle, quand il y a quelque chose dans l'exposant qui tend vers plus l'infini, eh bien c'est égal à plus l'infini la limite. Donc par composition, c'est-à-dire que je vais remplacer x par 0,2x, donc par composition, je vais dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de 0,2x, eh bien c'est égal à plus l'infini. Et donc maintenant, par produit, entre cette limite et celle-là, eh bien je vais dire que donc la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 0,15x plus 2,2 fois exponentielle de 0,2x, eh bien c'est égal à moins l'infini. Et donc maintenant, je vais retirer 2. Donc je vais conclure que la limite quand x tend vers plus l'infini, alors soit vous réécrivez tout, soit vous donnez le nom, de g de x est égal à moins l'infini. On passe à la question 2b. Dans la question 2b, on nous demande de démontrer que pour tout réel x appartenant à 0 plus l'infini, eh bien la dérivée a cette expression. Donc, je repars de l'expression de g et je commence par repérer l'opération principale, c'est-à-dire la dernière que je serai amené à faire si je devais calculer par exemple g de 3. Si je devais calculer g de 3, je remplacerais les x par des 3, je calculerai ce qu'il y a dans la parenthèse, je calculerai l'exponentielle, je ferai le produit des deux et je terminerai par la soustraction. C'est donc la soustraction qui est l'opération principale. Quand vous avez une soustraction en tant qu'opération principale, eh bien on va dériver terme à terme et on va remettre la soustraction entre les deux. Mais pour dériver le premier terme, qui est ici, l'opération principale dans ce premier terme, c'est une multiplication. Multiplication où dans le premier facteur de ce produit, eh bien, il y a la variable et dans le deuxième facteur, il y a également la variable. Donc pour dériver cette partie que j'ai mis en vert, eh bien, il va falloir que j'utilise la formule de U fois V. Donc, eh bien, on pose pour tout x appartenant à R+, alors R+, c'est 0 plus l'infini, c'est un peu moins long à écrire. Donc U de x, ça va être ce facteur, et V de x, ça va être celui-là. Pour l'instant, on ne s'occupe pas du moins 2,2 qui viendra plus tard. J'ai donc besoin de la dérivée de U,
Donc dérivée de moins 0,15x plus 2,2, opération principale, l'addition. Donc je vais dériver moins 0,15x, ça donne moins 0,15 fois la dérivée de x qui vaut 1, plus la dérivée de 2,2 qui vaut 0. Et vous avez que v' de x est égal à, et pour dériver une exponentielle de u, je recopie l'exponentielle, et devant, je mets la dérivée de l'exposant. Dérivée de 0,2x, c'est 0,2. Donc, je vais pouvoir appliquer la formule de dérivation ici. Donc, pour tout x appartenant à R+, eh bien, g' de x est égal à... Alors, la partie verte, je vais l'écrire en vert, juste pour que ce soit plus visuel. Donc, u'v plus uv'. U'v, ça donne moins 0,15 fois exponentielle de 0,2x. Donc, u'v plus uv'. Donc, moins 0,15 x plus 2,2 fois 0,2 exponentielle de 0,2x. Il ne me reste plus qu'à essayer de mettre cette écriture sous la forme demandée par l'énoncé. Donc dans l'énoncé, vous voyez ici, tout est factorisé par l'exponentielle de 0,2x. Donc c'est peut-être ce que je vais commencer par faire. Alors attention ici, il ne faut pas que j'oublie de dériver moins 2,2. Alors si j'oublie, ce n'est pas bien grave parce qu'en fait, vous allez voir, il n'y a pas de conséquence. Donc je recopie le signe moins qui était là. Par contre, la dérivée de 2,2, eh bien, c'est la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc finalement, aussitôt écrit, aussitôt parti. C'est égal du coup à, je factorise par exponentielle de 0,2x. Je vais avoir dans la parenthèse moins 0,15 plus moins 0,15x plus 2,2 fois 0,2 fois exponentielle de 0,2x. Il ne me reste plus qu'à arranger un petit peu ce qu'il y a dans la parenthèse ici. Donc ça me donne moins 0,15. Et ici, je vais développer. Donc moins 0,15x fois 0,2. Donc on va trouver moins 0,03x plus 2,2 fois 0,2, c'est-à-dire 0,44 exponentielle de 0,2x. C'est égal à, donc je vais placer les x en premier, donc moins 0,03x. Ensuite, j'ai 0,44 moins 0,15, ce qui me donne 0,29. Exponentielle de 0,2x. J'ai donc que g' de x est égal à cette expression, et il se trouve que cette expression, eh bien, c'est exactement celle qu'on me demandait. Donc, j'ai terminé cette question 2b, je peux passer à la 2c. Pour la 2c, on me demande d'étudier les variations de la fonction g et de dresser son tableau de variation. Préciser une valeur approchée à 10-2 près du maximum de g. Alors, pour étudier les variations, en réalité, il faut étudier le signe de la dérivée. Donc, j'ai recopié ici l'expression de la dérivée et je vais étudier son signe. Pour étudier un signe, je repère l'opération principale. Ici, l'opération principale, c'est la multiplication. Donc, je vais pouvoir faire un tableau de signes avec tous les facteurs de mon produit. Donc, ici, il y en a 2. Donc, on va faire le petit tableau ici de signes pour la dérivée. Et donc ici, on va avoir x sur 0 plus l'infini. On va avoir le signe de moins 0,03x plus 0,29. On va avoir le signe de l'exponentielle, donc signe de exponentielle de 0,2x. Et enfin, on va avoir le signe de g' de x. Voilà. Donc on va commencer par ça déjà.
pour le signe de moins 0,03x plus 0,29. C'est quelque chose de la forme affine. Donc, on fait la même méthode à chaque fois. On va résoudre une inéquation, moins 0,03x plus 0,29. Je vais chercher quand est-ce que c'est strictement positif. Donc, c'est équivalent à dire que 0,29 est strictement plus grand que 0,03x. Toujours pareil, je préfère isoler le x du côté où il va avoir un coefficient positif pour après faire ma division tranquillement. Et donc ici, on a que x est plus petit que 0,29 sur 0,03. Alors, si vous essayez de faire ce calcul à la calculatrice, vous allez voir qu'en fait, eh bien, on ne peut pas l'écrire de meilleure manière que simplement 29 tiers. Hein. Donc finalement, nous, ce qu'on va mettre dans le tableau, c'est 29 tiers. Attention, pas de valeur approchée. Voilà. Donc, ici, je vais avoir 29 tiers. Je l'écris mieux. 29 tiers, voilà. Donc, 29 tiers, il est là puisqu'il annule la fonction affine. Ensuite, je vais mettre un plus pour la fonction affine quand x est plus petit que 29 tiers. Donc plus et donc moins après. Dans la ligne de l'exponentielle, eh bien une exponentielle est toujours strictement positive. Alors ça mériterait une petite phrase sur le côté. C'est exponentielle est strictement positive sur R. Voilà. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre n'importe quoi dans l'exponentielle, ce sera positif, y compris 0,2x, quand x décrit 0 plus l'infini. Pour le signe du coup de la dérivée, quand on multiplie ces deux facteurs, entre 0, sur l'intervalle 0,29 tiers, le premier est positif, le deuxième est positif, donc le produit est positif. En 29 tiers, le premier vaut 0, le deuxième est positif, donc quand on va multiplier ça, ça va donner 0. Et sur 29 tiers plus l'infini, le premier facteur est négatif, le deuxième est positif, donc ça va donner quelque chose de négatif. Du coup, si jamais je veux dresser le tableau de variation, puisque ça m'est demandé, je peux le faire directement en dessous. Voilà, je décale un petit peu. Je vais rajouter donc les variations de G. Je vais avoir une fonction croissante sur 0,29 tiers et décroissante sur 29 tiers plus l'infini. Ensuite, va falloir que je complète tout ça. Alors, au niveau des limites, la limite qu'on avait trouvée pour G en plus l'infini, on avait trouvé que ça allait être moins l'infini. Donc, je complète ici, moins l'infini. En 29 tiers, va falloir que je fasse un petit calcul pour savoir ce que ça vaut. Et en 0, eh bien, pareil, va falloir que je fasse un petit calcul. Donc, je vais effacer ici pour faire mes calculs sur le côté. Alors, G de 0, je vais reprendre l'expression de la fonction G qui était donnée dans l'exercice et je vais remplacer x par 0. Donc, ça me donne moins 0,15 fois 0 plus 2,2 fois exponentielle de 0,2 fois 0 moins 2,2. C'est égal à, donc ça fois 0, donc ça donne 2,2, exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, moins les 2,2 qui sont derrière, c'est égal à 0. Donc ici, on va avoir 0. Et ensuite, eh bien ici, alors on m'a dit que je peux préciser dans le tableau de variation une valeur approchée à 10-2 près de G, du maximum de G. Donc finalement, je vais calculer G de 29 tiers, qui est égal à moins 0,15 fois 29 tiers, plus 2,2, exponentielle de 0,2 fois 29 tiers. Vous voyez encore, non, pas trop. Hop, je décale, moins 2,2. Donc voilà, donc exceptionnellement, il vous autorise à donner une valeur approchée. Donc on va calculer ça avec notre calculatrice et on va pouvoir mettre exceptionnellement la valeur approchée dans le tableau de variation.
Ou plutôt, si on veut vraiment être beaucoup plus rigoureux, eh bien ici, on va écrire que c'est g de 29 tiers. Voilà. Et g de 29 tiers, comme c'est écrit à côté, eh bien, ce sera plus rigoureux. C'est-à-dire que là, on n'a pas mis de valeur approchée, on a mis juste la valeur approchée dans le calcul à côté. Donc ici, ce que je trouve avec ma calculatrice, c'est 2,9, 8, 4, 3, etc. Alors là, on m'a demandé une valeur approchée à 10 moins 2 près. Donc c'est deux chiffres après virgule, donc je vais garder 2,98. Comme le chiffre qui suit est un 4, je laisse 2,98, je ne passe pas à 2,99. Donc, une valeur approchée du maximum de la fonction, c'est 2,98. Et on a donc fini cette question C. On peut passer à la D. Pour la question D, c'est montrer que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution non nulle et déterminer à 10 moins 2 près une valeur approchée de cette solution. Alors, pourquoi on vous dit g de x égale 0 admet une unique solution non nulle? Parce qu'en réalité, g de x égale 0, eh bien, il y a une solution qui est 0. Donc, cette solution, c'est une solution qui est nulle, puisque c'est 0. Donc, en fait, on vous demande de montrer qu'il y en a une autre, c'est-à-dire qu'il y a une unique solution qui n'est pas nulle. C'est-à-dire qu'en tout, il y aura deux solutions à l'équation, il y aura 0 et une autre, mais nous, on aura prouvé qu'il y en a une autre qui n'est pas nulle. Donc, je relis la question, montrer que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution non nulle. Donc, en fait, il y aura quand même deux solutions. Il y en aura une qui sera nulle, et il y aura cette unique solution non nulle. On y va. Alors tout d'abord, petite précision, il est hors de question d'essayer d'écrire g de x égale 0 équivalent a et de remplacer par g de x, donc par moins 0,15 x plus 2,2 exponentielle de 0,2x moins 2,2 égale 0. Puisque ça, vous n'allez pas savoir la résoudre, puisque vous avez des x qui ne sont pas dans l'exponentielle, d'autres qui sont dans l'exponentielle. Donc ça, typiquement, vous ne savez pas la résoudre. Donc il ne faut surtout pas essayer de résoudre ça. Il faut utiliser ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire le tableau de variation et donc un théorème des valeurs intermédiaires. Et ce qui nous met un petit peu la puce à l'oreille, c'est qu'on nous demande de montrer qu'il y a une unique solution et qu'on nous demande une valeur approchée. Donc ça veut bien dire qu'on n'est pas capable de la trouver directement ici. Donc, je vais recopier le tableau de variation puisque c'est important pour cette question ici et je vais raisonner. Alors, donc déjà, on a une fonction g qui est strictement croissante sur l'intervalle 0,29 tiers. Donc, ça veut dire que comme l'image de 0 est égale à 0, eh bien, sur l'intervalle 0,29 tiers, eh bien, il n'y a pas d'autre antécédent à 0 par la fonction g. Ça, c'est parce qu'elle est strictement croissante et qu'en 0, elle vaut 0. Donc sur l'intervalle 0,29 tiers, il y a une seule solution qui est 0. Donc sur l'intervalle 0,29 tiers, g est strictement croissante et g de 0 vaut 0. Donc g de x égale 0 admet comme unique solution 0. Donc ça, c'est sur l'intervalle 0,29 tiers. Maintenant, sur l'intervalle 29 tiers plus l'infini. Sur 29 tiers plus l'infini. Et bien, cette fois-ci, on a g qui est une fonction qui est strictement décroissante et qui est continue. Donc g continue et strictement décroissante. Ensuite, eh bien, il y a g de 29 tiers qui est positif, donc 2 plus g de 29 tiers est environ égal à 2,98 et la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Or, bien 0 est entre, du coup, ces bornes ici. Donc, j'ai 0 qui va être par là. Et donc, il y a un certain alpha qui va avoir pour image 0 par la fonction g.
Donc je vais dire or 0 appartient à quel intervalle? Il appartient à l'intervalle moins l'infini g de 29 tiers. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires ou d'après le théorème de la bijection, donc, d'après le théorème de la bijection, g de x égale 0 admet une unique solution alpha sur 29 tiers plus l'infini. Donc en tout, on a trouvé deux solutions, 0 et alpha. Et parmi ces deux solutions, il n'y en a qu'une qui est différente de 0, c'est alpha, puisqu'elle est sur l'intervalle 29 tiers plus l'infini, donc alpha ne peut pas être égal à 0. Et donc on a bien prouvé qu'il y avait une unique solution non nulle à l'équation g de x égale 0. Donc on écrit la phrase de conclusion. Sur 0 plus l'infini, g de x égale 0 a une unique solution non nulle. Voilà. Alors après, on nous demandait de trouver une valeur approchée à 10-2 près de cette solution. Alors je vais effacer tout ça pour qu'on y voit un petit peu plus clair et on va trouver la valeur approchée. Donc pour trouver la valeur approchée, déjà il faut être au courant qu'elle est entre 29 tiers et plus l'infini. Donc 29 tiers, c'est quasiment 30 tiers, donc c'est quasiment 10. Donc en fait, je vais chercher la solution entre 10 et plus l'infini. Alors, je prends ma calculatrice et je commence par rentrer la fonction à l'intérieur. Ensuite, ce que je peux faire, c'est aller dans le tableur. Donc, je vais dans définir table. Je vais lui demander de démarrer à 10 puisque je pense que c'est entre 10 et plus l'infini. Et je vais lui demander d'avancer de 1 en 1 au départ. Je vais dans le tableur, donc ça me calcule l'image pour 10, pour 11, pour 12, etc. Je regarde les images ici, et donc il faut que je trouve quand est-ce que je suis passé par 0. Quand est-ce qu'on a obtenu l'image 0. Donc ici, je vois que pour 13, pour x égale 13, l'image c'est 1,17 à peu près, et que pour x égale 14, l'image c'est moins 0,556. Donc l'image est négative. C'est-à-dire qu'entre 13 et 14, je suis passé d'une image positive à une image négative. Ça veut dire que le nombre qu'il y a pour image 0 est entre 13 et 14. Donc moi, comme on m'a demandé une valeur approchée à 10-2, je vais affiner un petit peu. Donc je vais redéfinir ma table. Comme je sais que c'est entre, on a dit 13 et 14, je définis ma table pour qu'elle démarre à 13 et que cette fois-ci, elle avance un petit peu plus lentement de 0,1 en 0,1. Je retourne dans la table et je m'aperçois qu'on passe par 0 entre 13,7 et 13,8. Donc j'affine un petit peu ma table, je la fais démarrer à 13,7 et j'avance avec deux chiffres après la virgule désormais. Je m'aperçois que je passe par 0 entre 13,72 et 13,73. Je réaffine une dernière fois, 13,72 et j'avance avec trois chiffres après la virgule désormais. Et je vois qu'on va passer par 0 entre 13,724 et 13,725. Alors le 4, E-4, ça veut dire qu'en fait c'est 0, et il y a 3 zéros avant de trouver le 4. Le E-4 veut dire qu'en fait le 4 que vous voyez devant, ici il apparaît en quatrième position après la virgule. Donc 0,0004. Donc c'était encore positif quoi. Donc c'est passé de positif à négatif entre 13,724 et 13,725. Donc je peux écrire que alpha est entre 13,724 et 13,725. Si vous voulez justifier, vous pouvez tout simplement recopier le petit bout de tableau ici que vous aviez dans votre calculatrice. Donc vous mettez x, ici c'est g de x, et donc pour x égale à 13,724, eh bien c'est environ égal à 0,0004, alors que pour 13,725, eh bien c'était moins 0,001. Donc finalement, alpha est bien compris entre ces deux nombres. Et donc pour avoir une valeur approchée à 10-2 près, eh bien si je regarde un petit peu ce qui s'est passé, on savait que alpha est entre 13,72 et 13,73, donc on hésitait entre les deux valeurs pour arrondir. Est-ce qu'on prend celle-là, est-ce qu'on prend celle-là? C'est pour ça qu'on allait voir un chiffre avant. Et on s'est rendu compte qu'ici, il y a 13,725.
et que ici, il y a 13,724, et que alpha, c'est entre les deux. Donc alpha est plus proche de 13,72. Je vais donc prendre comme valeur arrondie pour alpha 13,72. Donc, alpha est environ égal à 13,72. Et ça vient conclure cette question, et ça vient conclure au passage la partie A. On va donc pouvoir passer à la partie B. Alors, dans cette partie B, on nous parle de trajectoire d'une balle de golf. Donc, pour frapper la balle, un joueur de golf utilise un instrument appelé club de golf. On souhaite exploiter les fonctions f et g étudiées en partie A pour modéliser de deux façons différentes la trajectoire d'une balle de golf. On suppose que le terrain est parfaitement plat. On admettra ici que 13,7 est la valeur qui annule la fonction f et une approximation de la valeur qui annule la fonction g. Voilà. Donc ici, vous voyez les trajectoires. Hein. Donc ça veut dire que finalement, la balle touche bien le sol au même endroit ou au même moment. On va voir ce que représente x. Alors, on donne ci-dessous les représentations graphiques de f et de g sur 0, 13,7. Pour x représentant la distance horizontale parcourue par la balle. Donc c'est ça. Donc, vous voyez ici, l'axe x représente la distance par rapport à là où on a frappé la balle. Donc ça veut dire que les balles, visiblement, vont toucher le sol, que ce soit avec la première modélisation ou avec la deuxième, en 13,7. Donc f de x représente la hauteur correspondante de la balle par rapport au sol en dizaines de yards. Voilà, donc c'est f ou g suivant le modèle qu'on étudie. Un yard, ça correspond à 0,914 mètres. On appelle angle de décollage de la balle l'angle entre l'axe des abscisses et la tangente à la courbe CF ou CG selon le modèle en son point d'abscisse 0. Donc vous voyez, l'angle de décollage, c'est l'angle qui est représenté ici. Hein. Donc vous avez la tangente à la courbe et ici vous avez un angle du coup entre l'axe des abscisses et ici. Voilà. Ensuite, on appelle de même angle d'atterrissage l'angle entre l'axe des abscisses et la tangente à la courbe CF en son point d'abscisse 13,7. Donc, c'est-à-dire, c'est ici, hein, c'est l'angle qui est représenté là. Voilà. Donc, vous avez les petits schémas, vous pouvez les déchiffrer, mais en gros, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Première modélisation. On rappelle qu'ici, l'unité étant la dizaine de yards, x représente la distance parcourue horizontale parcourue par la balle après la frappe et f de x, la hauteur correspondante de la balle. Selon ce modèle, quelle est la hauteur maximale en yards atteinte par la balle au cours de sa trajectoire? Donc, je commence par recopier le tableau de variation qu'on avait dans la première partie. Donc, dans la première partie, on allait jusqu'à plus l'infini, mais en réalité, dans la deuxième partie, on dit que la fonction f, eh bien, on la considère simplement sur 0,13,7 ici. Et en 13,7, eh bien, que 13,7, c'est la valeur qui annule la fonction f, ici. Voilà. Donc, du coup, j'ai tracé le tableau de variation comme ça. Quand on me demande, dans la première question 1A, quelle est la hauteur maximale en yards atteinte par la balle au cours de sa trajectoire, et bien donc la hauteur maximale, puisque f représente la hauteur de la balle, et bien la hauteur maximale c'est f de 6,85. Donc j'ai remplacé dans l'expression de f par 6,85, et donc c'est environ égal à 2. Alors, c'est pas environ égal, hein, c'est égal exactement à 2,81535. Alors, on regarde dans l'énoncé en quoi est exprimé petit f. Donc, on regarde ce qu'on nous a dit. F de x, c'est la hauteur correspondante de la balle par rapport au sol en dizaines de yards. Donc, en fait, ici, c'est 2,8 dizaines de yards. Et donc, ici, on nous demandait en yards, et bien en yards, du coup, puisque ça sont des dizaines de yards, ça va faire 28 yards. Voilà. 2,8 dizaines de yards, ça fait 28 yards et des poussières. Ensuite, question B, on nous dit vérifier que f' de 0 est égal à 0,822.
Alors, pour calculer f' de 0, on va retourner chercher l'expression qu'on avait de la dérivée qu'on avait dans la partie A. Donc f' de x, je suis allé la rechercher. C'était cette expression-là. Et donc, si je cherche f' de 0, c'est donc égal à moins 0,12 fois 0 plus 0,822, ce qui est égal, ça donne 0, donc à 0,822. Donc voilà, c'est ce qu'on nous demandait ici. On nous demandait vérifier que f' de 0 est égal à 0,822, c'est fait. Question suivante, donner une mesure en degrés de l'angle de décollage de la balle arrondi au dixième. On pourra éventuellement utiliser le tableau ci-dessous. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on essaie de nous faire dire? En 0, la tangente à la courbe qui va nous permettre de définir l'angle ici, l'angle de décollage de la balle, eh bien, on sait que cette tangente, si je l'appelle grand T, eh bien, son coefficient directeur, c'est la dérivée en 0. Donc, A pour coef directeur, 0,822. Donc, comment on peut trouver l'angle connaissant le coefficient directeur? Vous savez que le coefficient directeur, c'est quand je me décale ici de 1 en abscisse, eh bien c'est de combien ici je vais monter. Donc en fait, ici c'est 0,822. Et donc du coup, si vous regardez le tableau qu'on vous donne, qui est censé vous aider, donc on vous donne ici avec la tangente. Pourquoi on vous donne des histoires de tangente? Eh bien, on vous donne des histoires de tangente puisque du coup, l'angle qui est là, si vous faites de la trigonométrie de classe de 3e, eh bien, la tangente de l'angle A, eh bien, c'est égal à, dans un triangle rectangle, à côté opposé sur côté adjacent. Donc, ça donne 0,822 divisé par, ici, côté adjacent, qui vaut 1. Et donc, ça nous donne 0,822. Donc, nous, c'est ça qu'on va dire. On va appeler A l'angle de décollage. Et donc, en faisant un petit dessin comme ça, on comprend très bien. Donc, soit A, l'angle de décollage, eh bien, tangente de A est égale à 0,822. Donc ça, le dessin, vous le mettez un peu sur le côté, et la rédaction, c'est là. Soit A, l'angle de décollage, voilà. Le tableau, d'après le tableau, la tangente fera 0,822 si l'angle vaut quoi? Donc il faut repérer 0,822. Dans le tableau, il est ici, 0,822. Donc, quand la tangente vaut 0,822, c'est que l'angle en degrés valait 39,42. Donc, ça veut dire qu'ici, l'angle de décollage, donc, petit a, est environ égal à 39,42. Voilà pour cette question un petit peu originale. Alors, ce n'est pas tout à fait fini, puisqu'en fait, on me demandait d'arrondir ici, arrondi au dixième. Donc, du coup, arrondi au dixième, c'est 39,4 ici, et c'est en degrés qu'est exprimé cet angle. Voilà pour cette question C. On passe à la D. Quelle propriété graphique de la courbe CF permet de justifier que les angles de décollage et d'atterrissage de la balle sont égaux? Bien, en fait, CF, c'est une parabole. Donc, une parabole, vous savez qu'il y a un axe de symétrie à cette parabole et que du coup, l'axe de symétrie fait que l'angle de décollage va être égal à l'angle d'atterrissage. Donc, c'est l'axe de symétrie de la parabole qui veut ça. Donc voilà, petite phrase, CF étant une parabole, elle possède un axe de symétrie qui est responsable du fait que l'angle de décollage et l'angle d'atterrissage, finalement, sont égaux. On passe à la seconde modélisation. On rappelle qu'ici, l'unité étant la dizaine de yards, x représente la distance horizontale parcourue par la balle après la frappe.
et G de X, la hauteur correspondante de la balle. Selon ce modèle, quelle est la hauteur maximale en yards atteinte par la balle au cours de sa trajectoire? Donc on rappelle que G avait ce tableau de variation, alors ici c'est à peu près. Et donc ici on nous demande la hauteur maximale. Eh bien la hauteur maximale, d'après le tableau de variation, ça va être G de 29 tiers. On avait trouvé que G de 29 tiers était environ égal à 2,98, donc ça fait 2,98 dizaines de yards, ça veut dire que la hauteur maximale finalement c'est 29,8 yards. 2B, on nous dit donner une mesure en degrés de l'angle de décollage de la balle arrondi au dixième. Et donc ici on vous précise que G' de 0 c'est 0,29 et que G' de 13,7 c'est moins 1,87. Alors c'est le même principe que tout à l'heure. Pour trouver l'angle, ici on va s'appuyer sur la pente. Et donc sur le fait que le coefficient directeur de cette tangente, eh bien finalement, c'est G' de 0, puisque c'est la tangente à la courbe représentative de G au point d'abscisse 0. Voilà. Ce G' de 0, on a dit que c'était égal à 0,29. Hop, ça veut dire que par la trigonométrie que vous avez appris en troisième, comme ici on a un triangle qui est rectangle, eh bien la tangente de l'angle qu'on cherche, tangente de A, eh bien est égale à 0,29 divisé par 1, c'est-à-dire 0,29. Donc finalement, à l'angle de décollage, eh bien je vais rechercher ici dans le petit tableau qu'ils m'ont donné, je vais rechercher quand est-ce qu'une tangente vaut 0,29. Et ici, je m'aperçois que c'est là, c'est quand l'angle vaut environ 16,17 degrés. Alors, est-ce qu'on m'a demandé d'arrondir? Arrondi au dixième. Donc, du coup, ça va faire 16,2 degrés. Donc, A est environ égal à 16,2 degrés. Donc ça, c'est l'angle de décollage. L'angle de décollage est d'environ 16,2 degrés. Pour l'angle d'atterrissage, attention, le schéma va être un petit peu différent. Donc pour l'angle d'atterrissage, cette fois-ci, ça va se passer un peu plus loin. La balle va atterrir. Il y a une tangente à la courbe qui est comme ça. Et donc le coefficient directeur, visiblement, on nous a dit que G' de 13,7, donc ça c'est en 13,7, que G' de 13,7 c'était moins 1,87. Donc effectivement, vous avez une droite ici qui représente une fonction affine décroissante, donc le coefficient directeur est négatif. Mais donc du coup, ça veut dire que quand je me décale de 1, il fallait que je descende de moins 1,87. Ce qui veut dire que si je pars dans l'autre sens, de 1, eh bien en fait, je vais obtenir, pour arriver sur la droite ici, non pas moins 1,87, mais 1,87. Je me retrouve dans un triangle qui est rectangle ici. Et donc cette fois-ci, je cherche l'angle qui est ici, que je vais appeler petit b. Et donc ici, dans ce triangle rectangle, la tangente de b, eh bien la tangente de b est égale à 1,87 sur 1, c'est-à-dire 1,87. Donc le 1,87, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'était noté ici. Donc ça veut dire que l'angle qui est associé à 1,87, eh bien c'est, on va regarder ici dans le tableau, 1,87, où est-ce qu'il est?
Alors, il n'y est pas. Et pour cause, c'est moi qui suis en train de me tromper. Ça doit être l'heure qui veut ça. Là, en fait, dans la question B, on me demandait que l'angle de décollage. Donc, l'angle de décollage, hein, c'était fini à partir du moment où on fait ça. Là, en fait, on est dans la question petit c. Et dans la question petit c, qu'est-ce qu'on nous dit? Justifier que 62 est une valeur approchée arrondie à l'unité près d'une mesure de l'angle d'atterrissage. Donc, en fait, moi, ici, dans le tableau, je n'avais pas 1,87. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer avec B et je vais essayer avec la tangente de ce qu'il me propose, de 62. Et je vais voir si je retombe bien sur 1,87. Dans ce cas-là, j'aurais justifié que 62 est une valeur approchée de la mesure en degrés de l'angle d'atterrissage. Donc, deux méthodes, hein. Soit je calcule tangente de 62, donc pour ça j'ai besoin de ma calculatrice et donc je vais aller dans, normalement j'ai quelque chose qui ressemble à de la trigo. Oui, c'est ici, donc trigo, je vais dans tangente, je calcule tangente de 62, je trouve 1,88. Ce qui correspond bien au 1,87. Ou alors, si je ne veux pas faire ça comme ça, je peux tout à fait dire que si tangente de B est égale à 1,87, ça veut dire que B est égal à arc tangente ou tangente moins 1 de 1,87. Et donc, je vais taper ça sur ma calculatrice. Donc, je vais dans trigonométrie. Je vais prendre tangente moins 1 et je vais mettre 1,87. Et j'obtiens, si j'ai bien réglé ma calculatrice en degrés, eh bien 61,86, c'est-à-dire environ 62. Et j'ai donc bien justifié que 62 est une valeur approchée arrondie à l'unité près d'une mesure en degrés de l'angle d'atterrissage de la balle. Ça nous amène à la toute dernière partie, la partie C, interrogation des modèles. À partir d'un grand nombre d'observations des performances de joueurs professionnels, on a obtenu les résultats moyens suivants. Angle de décollage en milieu en degrés 24, hauteur maximale en yards 32, angle d'atterrissage en degrés 52 et distance horizontale en yards au point de chute 137. Quel modèle parmi les deux étudiés précédemment semble le plus adapté pour décrire la frappe de la balle par un joueur professionnel? La réponse sera justifiée. Alors déjà, il y a quelque chose qui va nous servir à rien. C'est la distance horizontale qui est de 137. Eh bien, effectivement, nous, on sait que dans les deux modèles, on touchait le sol à 13,7 dizaines de yards. Et donc, qu'en fait, ça fait 137 yards. Donc, pour les deux modèles, c'est le cas. Donc là, ce n'est pas la dernière case qui va nous permettre de trancher. Donc, ce sont les autres. Si on regarde les angles de décollage, angle de décollage ici c'est 24 degrés. Si on regarde ce qu'on avait avec le premier modèle, l'angle de décollage et d'atterrissage c'était de 39,4. Avec le deuxième modèle, l'angle de décollage c'est de 16,2. Bon, ok. Ensuite, pour les angles d'atterrissage, eh bien pour les angles d'atterrissage ici, on nous dit que c'est 52. Il y avait le premier modèle qui disait 39,4 et le second modèle qui dit 62. Donc là, on est un petit peu plus proche avec le second modèle qu'avec le premier. Et enfin, la hauteur maximale en yards, eh bien, on nous dit 32. Et alors, avec le deuxième modèle, c'était 29,8 yards. Alors qu'avec le premier modèle, c'était environ 28 yards. Donc finalement, ce qui est le plus proche au niveau hauteur maximale, c'est le modèle 2. Ici, on voit que l'angle au décollage et l'angle d'atterrissage sont significativement différents visiblement. Or, nous, on a un premier modèle où les angles sont exactement les mêmes et on a un deuxième modèle où effectivement l'angle de décollage est plus faible que l'angle d'atterrissage, un petit peu comme dans la situation qui est là. Donc, on aura tendance à dire que parmi les deux modèles étudiés précédemment, celui qui semble le plus adapté pour décrire la frappe de la balle, c'est plutôt le modèle numéro 2. Donc, les arguments que vous pouvez dire, je ne les note pas sur le tableau,
mais c'est par exemple l'angle de décollage et l'angle d'atterrissage qui sont très différents, avec un angle d'atterrissage bien plus grand, donc 2 fois plus grand ici dans ce qu'on a trouvé que l'angle de décollage. Et donc ici, dans notre modélisation, eh bien, il y a une belle différence entre les deux. Ensuite, vous avez la hauteur maximale qui est plus proche du deuxième modèle également que de celle du premier modèle. La distance ici ne sert à rien puisque c'est la même pour les deux modèles. Voilà, c'est terminé. Sujet pas simple dans le sens où un petit peu original, un petit peu moins bateau que ce que ça pourrait être. Donc c'est un sujet qu'il faut travailler une fois que vous êtes déjà bien à l'aise avec toutes ces notions-là. Pour aller un petit peu plus loin, il ne faut pas se laisser déstabiliser par un sujet qui modélise comme ça, grâce aux mathématiques, des situations de la vie réelle. Je vous encourage à faire d'autres exercices et allez voir les autres vidéos pour vous entraîner. Comme ça, vous serez au top. À bientôt.